Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cet épisode un petit peu particulier, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir une dirigeante. Une nouvelle dirigeante, la première. Vous savez qu'il y a une série d'épisodes qui est dédiée à l'interview de dirigeants. Et en fait, Fabienne, tu es la première personne, la première femme que je reçois dans ce podcast. Donc un grand merci d'être là. Aujourd'hui dans cet épisode, je ne vous cache pas qu'il y a énormément de choses à partager. Je pense que ton expérience peut vraiment nous aider à tous à grandir dans notre posture de dirigeant et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager ça. On se retrouve tout de suite après le générique. Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors on va démarrer tout de suite cet épisode avec, du coup je vous l'ai dit, Fabienne Derain, dirigeante de la société EasyTech, basée à Grenay, dans les Hauts-de-France. Fabienne, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Natacha, je vais très bien, très curieuse de savoir comment va se passer cette interview. Ouais. C'est un peu je ne vais pas dire première puisque j'avais fait une petite capsule avec Cynthia Oudard. Mais c'est pas pareil, il y a la vidéo, là il y a que l'audio, donc voilà, une première pour moi, donc j'en suis très heureuse et puis merci d'avoir pensé à moi. Ah super, vraiment avec plaisir, merci à toi surtout de participer à ce podcast, c'est super. Comme je te le disais, on est vraiment écouté en plus à l'international, merci aux auditeurs de nous suivre et de nous écouter en fait outre-Atlantique, en Europe et en France. Donc Fabienne, j'ai envie de commencer tout de suite par les présentations. Parle-nous de toi, ton parcours, ton entreprise, tes débuts en tant que chef d'entreprise. Qui es-tu ? Alors, qui je suis ? J'ai 59 ans maintenant, 3 enfants divorcés, 3 enfants qui ont 27, 25 et 22. Donc, ils commencent à voler un petit peu de leurs propres ailes. Et c'est agréable de voir ça, qu'on n'a pas forcément tout foiré dans notre éducation et que finalement, ils commencent à bien se débrouiller avec les petits aléas de la vie, mais ils commencent à bien se débrouiller, donc ça c'est sympa. En tant que chef d'entreprise, qui je suis alors un parcours un peu atypique peut-être, où tout le monde me dit, j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie et oui c'est vrai. J'ai fini mes études aux États-Unis. J'ai bossé 2 ans aux États-Unis dans un bureau d'études de structure, puisqu'à la base, je suis ingénieure dans le bâtiment. Et puis ensuite, je suis revenue en France et j'ai travaillé 12 ans chez Bureau Veritas. 12 ans qui m'ont permis, dans un grand groupe, qui m'ont permis surtout d'évoluer alors un petit peu hiérarchique et pas mal aussi en transversal. Et où là, j'ai commencé à avoir plusieurs métiers, puisque je suis passée du contrôle technique à la vente de formation qu'on vendait à nos clients, principalement tout ce qui est sécurité au travail et environnement et qualité. Et puis ensuite partie plutôt à l'international dans la filière certification. Et donc à chaque fois, oui, je découvrais de nouveaux métiers, de nouveaux mondes, de nouveaux pays aussi, puisque sur les 2 dernières années, j'ai pas mal voyagé et tenté de faire travailler un Indien avec un Hollandais ou avec un Américain, c'est pas forcément simple. Et on y reviendra. Si j'avais eu Processcom à l'époque, peut-être que j'aurais réussi un certain nombre de choses un petit peu plus rapidement. Mais bon, je n'avais pas ces outils-là à l'époque. Et puis, la vie a fait que les grands groupes me plaisaient pas trop. Je devenais un petit peu un numéro. Je n'allais pas où je voulais aller, j'étais pas entendue ou j'avais pas l'impression d'être entendue. Avec le recul, je pense que j'avais pas non plus les mots et la manière de présenter ce que je voulais faire.
un peu trop direct, je vais dire, et souvent mal pris de ce fait. Et du coup, j'ai décidé de partir. Et l'idée, c'était de reprendre une entreprise dans le bâtiment, revenir à mes premiers amours, voilà. Et à ce que j'aimais bien aussi, du concret, voir une construction évoluer. Et finalement, j'ai étudié pas mal de dossiers, c'était 2006, pas mal de dossiers, et toutes les entreprises étaient pour moi trop chères. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse des plans à 5-7 ans, avec des évolutions de dingue, et sans aucune anicroche, sinon ça devenait très très difficile. Et donc ça, d'un point de vue risque pour moi, c'était pas entendable. Et donc j'ai jamais passé le pas finalement. Alors bien m'en a valu parce que 2008 est arrivée la crise. Crise des subprimes. Voilà, crise qu'on n'anticipait pas du tout. Mais qui fait que, et notamment dans le bâtiment, ça a été très compliqué. Donc oui, c'est sûr, je me serais plantée complet. Enfin, donc quelque part, voilà. J'ai pris la bonne décision sans vraiment le savoir. Mais voilà, le risque était beaucoup trop important pour moi. J'aime bien prendre des risques. Il faut qu'ils soient quand même mesurés. Et finalement, en même temps que je recherchais des entreprises à reprendre, j'ai commencé à mettre un pied dans la société que mon mari de l'époque avait créée en 2004. Puis voilà, j'ai mis un quart de pied, un demi-pied, un pied, bon. L'autre pied. Voilà. Je pense que les 2 pieds, je les ai mis, je pense que c'était en 2010. Ok. Ouais, je dirais 2010, où réellement j'ai décidé, ou 2008, je ne sais plus, 2008 ou 2010. Où là, j'étais à temps plein sur Elfi, un cabinet de conseil en sécurité du travail à l'époque. Et que sur cette thématique-là. Et où on a embauché notre premier salarié. Et oui, on en a parlé juste avant l'enregistrement. Tu me racontais un petit peu justement le premier salarié. Enfin, on est sur ce podcast où on parle de management, de leadership, de posture. Et dans ta posture à toi, c'est aussi cette posture féminine aussi, tu vois. C'est quand même la place de la femme aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. En fait, Johan me disait que ce qui l'intéressait, lui, c'était plutôt d'aller chercher les clients, c'était plutôt le commercial. Et en gros, quand il devait ensuite faire les interventions et surtout les rapports, il mettait un temps fou à le faire parce que pas envie de le faire, parce que donc il repoussait tout le temps. Et je lui disais, mais de ce fait, il faut que t'embauches. Il faut que tu embauches une personne, même peut-être un jeune, qui va apprendre avec toi et qui derrière fera aussi des choses que toi, tu n'as pas envie de faire et que même peut-être pour cette personne-là, ce sera quelque chose qu'il aimera bien faire. Donc il faut trouver pareil, la bonne personne. Le profil. Et le profil qui correspond, mais qui lui permettait finalement de faire ce qui l'amusait. Parce que voilà, lui, le commercial, et aller chasser le client, c'était vraiment ce qu'il adorait. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a embauché notre première salariée Oui. Parce que c'était une jeune fille. Et puis, petit à petit, on a développé, parce que le commercial, c'est ce qu'il sait faire. Donc, forcément, ça a déroulé. On a eu de plus en plus de clients. Et qui fait que derrière, il fallait faire les interventions qui étaient vendues. Et donc, on est monté à 25, 27 salariés, je pense. En combien de temps 27 en une bonne dizaine d'années, ouais. 12 ans. Ça nous permet aussi de dire, ok, ça s'est pas fait en 2 ans, mais du coup, 10-12 ans... non, alors peut-être à cause ou grâce à moi, je sais pas. Johan, c'est un fonceur. Moi, je suis un petit peu plus raisonnée, donc il faut le temps d'intégrer la personne, de réorganiser, parce que c'était mon rôle, plutôt dans la production, l'organisation, les RH. Et moi, j'avais besoin de temps
pour intégrer les personnes, faire en sorte que l'organisation roule avant d'aller sur un nouveau thème. Et intégrer 3-4 personnes en même temps, C'était pas concevable pour toi, quoi. Non, je sais pas faire. Enfin, peut-être que j'y arriverai, mais enfin, en tout cas, c'est pas dans mon mode de fonctionnement premier. Ok. Voilà, et puis on a développé différents thèmes, donc la sécurité au travail, et on s'est spécialisé dans tout ce qui est amiante, le risque amiante, donc tout ce qui tourne autour du désamiantage. Mais on n'était pas entreprise de désamiantage, mais donc dans la formation, le suivi des chantiers, les prélèvements d'air, les diagnostics, l'accompagnement des entreprises à obtenir la certification, tout ce qui tourne autour du désamiantage. Et puis les clients nous ont aussi amenés à l'environnement. On avait démarré avec tout ce qui était gestion de déchets à l'époque. Donc ça, c'est arrivé très tôt parce que ça, on l'a fait en 2009. Et on ne parlait pas de RSE à ce moment-là. Hein. Non, pas du et tout. Même de gestion de déchets en entreprise, très peu. Bah oui. Et on a été dans les premiers, après Ecopal, à organiser une gestion de déchets commune sur une zone, la zone de Wagny, Libercourt et Carvin. Ok. Et puis ensuite sur tout ce qui est cité sol pollué. Voilà. Et puis alors l'aventure aussi a évolué puisqu'en 2015 on a créé une structure au Québec. Ok. Les Québécois, si vous nous écoutez, bien le bonjour. Donc oui, Québec, l'aventure Québec que j'ai adorée, c'était ma soupape de sécurité, comme je disais. J'adore la manière dont ils travaillent, dont ils sont zen. Je trouve que le business est simple avec eux. J'ai adoré cette période-là. Et en fait, pourquoi le Québec ? Parce que en 2012, le Québec a décidé de fermer les mines d'amiante, puisqu'ils étaient extracteurs, exportateurs. Et 2012, les mines d'amiante ont été fermées. Ça a pris un certain temps parce que fermer les mines d'amiante, c'est simple à dire comme ça. Dans les faits, c'était mettre des milliers de personnes sans travail. Et donc, ils ont pris le temps. Et là, pour le coup, ils savent faire au Québec par rapport à la France et qu'ils ont pris le temps d'anticiper ça et de prévoir l'après-amiante avant de fermer les mines d'amiante. Donc, là, il y a eu une réindustrialisation autre que l'amiante dans ces régions-là avant de fermer les mines. Okay. Mais donc, en 2012, mines fermées, on s'est dit... Alors, en France, les textes ont évolué en 96-98. On a fait, j'estime, moi, pas mal d'erreurs... pendant un certain nombre d'années. Et je me disais, mais aller au Québec et apporter finalement le recul et toutes les erreurs qu'on a pu faire en France et faire en sorte que ça ne se fasse pas au Québec et amener notre recul, on s'est dit qu'il y avait peut-être un marché. Donc on a fait une étude de marché. J'y suis allée tous les 2 mois, je pense, j'y étais à peu près de 2013 à 2015. Et 2015, on a décidé d'ouvrir. L'étude de marché s'est avérée complètement à côté de la plaque. D'accord. Pas du tout ce qu'on avait anticipé. Mais finalement, on a quand même réussi. On a réussi à développer. Et pour faire une histoire courte, j'ai fermé Elfi Canada il y a 2 ans maintenant, je pense. Je vais dire à cause du Covid. Covid fait que je pouvais pas y aller pendant un temps parce que eux étaient encore ouverts. Mais du coup, je pouvais plus revenir en France une fois que je partais. Et une fois que nous, on a commencé à réouvrir, là-bas, ils fermaient. Et bon, développer à distance, ça va si on peut y aller régulièrement. Là, j'y suis pas allée pendant 18 mois. Bon, voilà. Donc, j'ai fermé proprement. Bon. Et l'aventure Canada, enfin Québec, c'est terminé, mais c'était vraiment une très très belle
Très belle aventure. Ah ouais, et puis expérience aussi. Hein. Expérience, et puis, avec une autre manière une autre manière de travailler, d'autres visions, une façon. Alors, je prends aussi mes décisions, je dirige aussi un peu comme ça, avec des points de vue un peu anglo-saxons, moins connus par les Français, mais de voir des choses différentes, des points de vue différents, je trouve que ça aide à prendre du recul. Et ça m'aide vraiment dans mes décisions à me dire, mais il y a une vision, mais il y en a peut-être d'autres. Et de m'ouvrir comme ça. Tout le monde me dit que je ne fais pas comme les autres et je pense que ça vient de là. J'ai fini mes études aux États-Unis, mais j'ai quand même passé 4 ans là-bas. Et 4 ans où je suis revenue, je pense, 2 fois 15 jours. Donc même la culture française, je l'avais un petit peu perdue. J'étais un peu perdue quand je suis revenue en France. Mais oui, cette vision anglo-saxonne apporte beaucoup, je trouve. Alors, est-ce que c'est parce que c'est celle-là que j'ai connue ? En tout cas, je dirais que des cultures différentes apportent beaucoup. Personne n'a raison, et c'est jamais ni blanc ni noir. C'est des manières différentes de... C'est la fameuse expression « les voyages forment la jeunesse », comme on dit. C'est ça aussi, hein, aussi. D'aller chercher culturellement ce qui se passe ailleurs. Autre chose. Et se dire c'est différent, c'est pas forcément moins bien. Voilà. C'est différent, et d'essayer de comprendre pourquoi c'est différent. C'est surtout ça. Et ça, je l'ai appris en allant à l'étranger. Voilà. Et sur mon expérience Bureau Veritas aussi, où là, j'ai fait beaucoup de pays, et où, pour faire simple, je devais, à l'époque, parce qu'on était en 2004, faire en sorte que les auditeurs de différents pays discutent ensemble pour faire en sorte que les rapports soient assez uniformes partout dans le monde. Et sachant que si on se remet en 2004, on commençait à avoir Internet. Si les anciens se souviennent du bzzz, quand on se connecte... La DSL. Voilà. C'était ça. Les visios, on ne connaissait pas, donc c'était que de l'audio. Donc faire une réunion en audio avec 12 personnes, 10-12 personnes de différents pays, en anglais, mais avec des accents, donc avec un petit peu de difficulté de compréhension aussi. Et puis des cultures différentes. Donc quand on dit quelque chose, et surtout en audio, c'est pas forcément perçu comme on voudrait que ce soit perçu. Donc oui, j'ai appris beaucoup avec tout ça. Ouais, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à EasyTech ? Raconte. Alors, EasyTech, ça c'est donc créé 2015. Ça a commencé en 2012. 2012. Comme en 2006, là, je grouillais autour des réseaux de la reprise. En 2000, c'est ça, 12, je réfléchis une première fois. Non, 2010. 2010, une personne de réseau de reprise me dit tiens, il y a une entreprise à reprendre, est-ce que tu t'y intéresserais pas ? Vous êtes dans la sécurité au travail avec Elfi, et puis eux, ils font de l'aide à la manutention de charge. Bon, même à l'époque, on ne parlait pas de TMS et autres, mais lui sentait on aide au port de charge, donc c'est un peu de la sécurité au travail. Voilà, il y a peut-être des choses à faire avec Elfi. Ok, je m'y intéresse. Et puis finalement, alors pareil, j'étais toute jeune entrepreneur, donc j'écoute mes conseils qui me disaient mais non, l'entreprise elle est trop chère, puis tout repose sur le dirigeant, il y a des contrats d'exclusivité, mais il y a rien de signé, c'est assez risqué. Alors en y repensant, en fait, moi je sentais qu'il fallait que j'y aille. Okay. Mes jeunes entrepreneurs à l'époque, je me dis il faut aussi que j'écoute mes conseils. Ouais. Bon, avec le recul, j'aurais dû y aller. À l'époque, mais c'est tout. Je n'y suis pas allée. Mais bien discuter avec le dirigeant, okay. Monsieur Verlin, que je salue, je lui enverrai aussi, et avec qui je suis toujours en contact. Mais voilà, tout reposer sur lui, la technique, le commercial et tout ça. Et c'est vrai que finalement, je me disais, mais il va falloir que j'embauche un commercial.
je ne vais pas pouvoir me payer moi et le commercial. Bon, c'est tout. Donc, Monsieur Verlinde réorganise son entreprise, embauche un commercial, structure la chose, fait en sorte qu'il soit, je ne vais pas dire plus indispensable, mais presque. Et que les choses, voilà. Lui, il prépare finalement la vente de son entreprise. Et donc 2012, c'est ça, il la remet en vente. Forcément, je me repositionne. On était 2 en lice. Finalement, il le vend à l'autre personne. Bon, voilà, déçu, mais c'est tout. Ça devait être comme ça. Et finalement, 2 ans après, c'est les salariés que j'avais rencontrés, parce que M. Verlinde, très paternaliste, voulait qu'on fasse attention. On voyait que ses salariés et sa boîte, ce qu'il avait monté, etc., c'était son bébé. Il fallait que ça perdure comme il l'avait créé et développé. Donc j'avais pas mal discuté quand même avec les collaborateurs, qui j'étais, ma stratégie, etc. Et donc ils m'ont rappelé 2 ans après en disant ça va plus trop avec le nouveau patron, on voit plus trop où on va, on voudrait quitter Liftech et monter notre entreprise. Donc je les ai aidés finalement à monter le projet. Et puis petit à petit, ils se sont aperçus que tout seuls, ils n'allaient peut-être pas pouvoir le faire. Et donc finalement, c'est comme ça que j'ai créé EasyTech. Avec ces 3 collaborateurs. Alors depuis, il y en a un qui est parti, qui est retourné dans sa région à Tours et qui a monté avec son épouse un bar à vin. Ok. Voilà. C'est bien. Et il est super content. Ça se passe très très bien et je suis de temps en temps en contact avec lui. Ouais. Mais oui, on est resté en très bon contact. Et voilà, c'est comme ça qu'EasyTech est né et est rentré, on va dire, dans le groupe. J'aime pas trop dire ça, parce que ça fait un peu grandiose. Mais voilà, on avait plusieurs sociétés. Entre-temps, on avait aussi créé Fitech, une société de vente de matériel de désamiantage. Il y avait donc Elfi Canada et puis donc EasyTech. Et les deux, on a créé Elfi Canada et EasyTech la même année. Ouais. Donc, ça a été chaud, mais c'était faisable. Mais donc voilà comment j'ai créé EasyTech, où là j'ai pas réellement embauché mes premiers salariés en fait. Voilà, c'est eux qui ont finalement eu cette idée-là. Incroyable. Ouais. Et c'est comme ça que moi j'ai pris l'opportunité au bon aussi, parce que je l'ai senti. Ouais. En fait. Tu l'as senti et tu y es allé. Et en même temps, voilà, quand l'impulsion vient des salariés, souvent on dit que c'est ça qui soulève des montagnes, parce que quand ça vient d'eux, à un moment donné, ils sont prêts à mettre les deux bras dedans, quoi, pour faire évoluer les choses. Tu parlais tout à l'heure, alors tu nous as fait remonter à la DSL, les jeunes qui nous écoutent diraient « Oh là là, les dinosaures ici !» je pourrais revenir au Nokia 3310, voilà, tout à fait, que j'ai connu aussi, tu sais. Bon, voilà. Et vis-à-vis de ça, quelle place, comment tu t'es sentie, toi, dans ta place, tu sais, dans ces différentes entreprises, jusqu'à EasyTech aujourd'hui, comment a évolué ta place? À toi, comment tu as pris ta place? Grosse question. Je me suis jamais vraiment posé la question. C'est aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui. Alors, je suis assez caméléon, c'est-à-dire que je prends des décisions de temps en temps trop rapides, mais de manière assez rapide et instinctive. Et ensuite, je trouve ma place. Je n'essaie pas de créer ma place avant, c'est souvent, je prends une décision, j'y vais, je le sens. Et ensuite, je trouve ma place et celle des autres. J'ai toujours eu un peu un positionnement de leader, c'est peut-être beaucoup dire, mais quand je suis dans un groupe, très facilement, je vais prendre cette position de on y va, on organise, comment on fait. Comment on avance. Exactement, cette position de suiveur, je sais la prendre si vraiment il faut que je la prenne.
Mais sinon, non. Voilà. Souvent pas très longtemps quand même. Mais sinon, oui, j'ai plus ce positionnement de leader ou... Naturel. Ouais. J'ai l'idée, on y va, on assoit les choses, on réfléchit quand même un peu et on organise pour y aller. C'est vrai que quand je prends une décision, j'y vais à fond. C'est pour y aller, quoi. Et quand je dis j'y vais à fond, c'est que je ne vais pas m'entêter dans une décision qui sera mauvaise. Mais j'y vais à fond et à partir du moment où je me rends compte qu'il y a un écueil, là oui, je m'arrête, j'étudie et s'il faut dévier, je vais dévier. C'est un peu ce que j'appelle la méthode des petits pas. Les Québécois sont très adeptes de ça aussi. Alors en France, on est très adepte on étudie tout, le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, on écrit tout, on positionne tout. Donc nos amis québécois pensent que de temps en temps, on est très avancé en France parce qu'il y a beaucoup de livres, de guides, de choses comme ça qui existent. Mais finalement, on est très, très mauvais, alors ça, moi, j'ose le dire, pour la mise en application. Ouais. Les Québécois, eux, vont plutôt faire, tenter, essayer, ça ne fonctionne pas, on bifurque, on essaye autre chose, on bifurque, on essaye autre chose, et on avance. Donc, on n'écrit pas forcément ce qu'on va faire, mais on y va. On est dans le pratico-pratique. Ça, je l'ai appris même aux États-Unis. Et ça, je l'applique beaucoup en entreprise. Okay. Et ça, c'est quelque chose que mes collaborateurs savent aussi. Alors, ça peut leur faire peur. Ils ont toujours un petit peu de mal. C'est quand on prend une décision, on y va. Ouais. On essaye, au moins. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais qui sait, ça fonctionnera peut-être aussi. Et si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça ne fonctionne pas, on réévalue et on réoriente. Mais il n'y a rien de plus qui m'énerve. Alors, pour ceux qui connaissent Processcom, je suis promoteur. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Que de ne pas essayer, de ne pas y aller, de ne pas faire le premier pas. C'est faire le premier pas. Et ça, souvent, comme moi, je fais les premiers pas, j'avance. Et quand je me retourne et que je me rends compte que je ne suis pas suivie, que ça n'a pas avancé finalement, et quand je dis j'avance, c'est que voilà, on a décidé qu'on faisait quelque chose, moi je suis déjà partie ailleurs pour faire avancer autre chose, et je pense que ça avance puisqu'on a dit qu'on avançait, mais je vérifie pas. Et quand on parle de contrôle, c'est important aussi de contrôler, et c'est pas du contrôle malsain, c'est justement de vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde et que les personnes avec qui on avait dit qu'on avançait ont les moyens d'avancer ou se sentent d'avancer. Et ça, j'ai du mal à le faire. C'est que je pars très vite sur autre chose et je contrôle pas ça. Et finalement, je m'aperçois un peu tard et ça m'énerve. Alors maintenant, je m'énerve un peu moins. J'évolue grâce à Alexandre et Natacha. Mais c'est vrai que quand je me retourne et qu'on n'a pas avancé, enfin que les personnes, donc mes collaborateurs n'ont pas avancé, ça a tendance à m'irriter. Je sais faire retomber la pression et essayer de justement contrôler et me retourner plus régulièrement pour être sûr que voilà, ils savent comment y aller, qu'ils ont les besoins, ou qu'on peut. Il y a des fois, c'est juste rediscuter, remettre les choses à plat. Ils ont besoin qu'on les pousse un petit peu. Et derrière, ils déroulent. Et puis de savoir qu'ils sont accompagnés aussi. Tu vois, les promoteurs, moi j'aime bien les appeler les locomotives parce que c'est un moteur extrêmement puissant, cette locomotive motrice qui va de l'avant, mais effectivement, comme tu le disais, qui ne se retourne pas forcément derrière pour voir si les wagons sont encore accrochés. Et là, ce que tu dis, c'est ça, c'est un des apprentissages que tu as eu, c'est de comprendre comment, un coup de temps en temps, je me retourne, c'est bon, tu es bien accroché, tu as les moyens, tu attends quoi, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce que tu en es, et ça, c'est important pour toi. Oui. Et c'est vrai que ces outils de Processcom, alors on l'a fait, je pense que ça fait 2 ans maintenant, c'est ça, qu'on travaille dessus. Je n'avais absolument pas conscience de ces profils différents. Et en fait, je me rendais compte qu'ils ne me comprenaient pas et je me rendais compte que je ne les comprenais pas. Mais sans savoir pourquoi. Mais je ne savais pas pourquoi, en fait. Je n'arrivais pas à mettre quelque chose dessus. Pas force d'essayer,
mais j'avais pas les outils finalement, donc j'essayais dans le vide, je pédalais un peu dans la choucroute. Et pour autant, tu as cette multiculturalité, tu vois, dont tu parlais tout à l'heure, cette diversité qui est la tienne, qui est dans ton ADN, où les profils multiculturels, c'est OK pour toi, et pour autant là, dans la communication, l'approche, alors c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tu as démarré tout à l'heure, tu l'as dit, de 3 salariés, aujourd'hui, ils sont 10. Voilà. Donc, du coup, de 3 à 10, il y a aussi comment tu as recruté, comment tu as fait évoluer, et à travers les opportunités, comment tu t'es assuré de les accompagner au bon niveau et en sachant pourquoi aujourd'hui. Est-ce que tu sais pourquoi ils peuvent des fois bloquer, des fois... voilà. J'avais pas les outils avant, donc je faisais avec ce que je ressentais. Alors j'avais des entretiens, j'essayais de poser des questions un petit peu décalées pour essayer de voir un petit peu comment ils réagissaient, quelle était un peu leur personnalité. Je m'aperçois avec le recul que j'allais pas finalement assez loin dans l'analyse. Ça m'apportait des indicateurs, mais que j'avais du mal à utiliser. Mais finalement après, ça me permettait quand même de me dire, bon, je pense que ça va aller, je pense qu'on va s'entendre, je pense qu'on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Mais j'avais pas ces outils que j'ai maintenant. Le Processcom me permet... En fait, la multiculturalité avant me permettait plus... m'aider plus dans mes analyses à moi, en fait, et mes prises de décision. Et me permettait de sortir du cadre plus facilement par rapport à mes prises de décision à moi. En revanche, comprendre, parce qu'en fait, j'entendais, avec cette multiculturalité, j'entendais les différences, je les comprenais pas forcément. Et du coup, je savais pas forcément quoi en faire. Ouais. Là, maintenant, avec Processcom, je comprends. Donc, je sais quoi en faire. C'est pas encore naturel. Y a des évolutions. Ouais. T'as des réflexes. C'est encore si j'oserais parler quand même d'efforts. Et quand je dis effort, c'est voilà, il faut que je me pose, que je réfléchisse, je me dis ah oui, n'oublie pas que c'est pas encore naturel, mais ça aide vraiment et je comprends. Et donc c'est vrai qu'en faisant les profils Processcom, je me suis aperçue qu'il y avait moi qui avait un profil et après 2 groupes de profils. Dans ton équipe. Dans mon équipe. Différents du coup. Et complètement différent. Et personne qui me ressemblait en tant que promoteur. Et donc forcément, il réagissait pas comme moi je l'entendais en fait. Du tout. Et j'avais pas forcément le vocabulaire qu'il fallait aussi. Ou pareil, quand on dit contrôler, en fonction des profils de personnes, le contrôle entre guillemets, voilà, va pas être fait de la même manière. Ouais. Et donc là, voilà, ça me permet d'essayer de m'adapter à chacune des personnes. Moi, j'ai envie de te poser la question maintenant, c'est de dire, EasyTech, ça a été quoi ton... Tu vois, tu nous as parlé de ton évolution, même en tant que femme, puisque tu as commencé par présenter tes enfants, enfin voilà. Voilà. Ça a été quoi, du coup, EasyTech, ton plus gros apprentissage ? Qu'est-ce que t'apporte... Qu'est-ce que tu as apporté cette expérience jusqu'à maintenant, EasyTech, par rapport aux autres ? Ça, c'est une des questions, alors je te la pose, qui a été posée à Steve Jobs. C'est marrant parce que là, je fais le lien en même temps que je te la pose. Okay. Qu'est-ce qu'il a retenu d'Apple ? Et bien là, je te pose la question. Quel est le plus gros apprentissage qu'EasyTech a pu t'apporter sur toi, sur ta posture de dirigeante, en tant que femme ? Enfin voilà, après, tu prends l'angle que tu veux. En tant que femme, c'est difficile parce que j'ai pas ce positionnement féminin. Je l'ai jamais eu. Ça m'a jamais touchée. C'est bien de le dire. Il y en a qui me disent que j'ai pas eu l'évolution, par exemple chez Bureau Veritas, que j'aurais pu avoir parce que j'étais une femme. Moi, je l'avais jamais vu comme ça. Avec le recul, peut-être. Une anecdote. Quand je suis revenue, après mes études, je suis revenue en France, pas longtemps, j'ai dû rester 1 mois. On revient à l'époque, 92, pas d'internet, etc. Donc j'avais lancé quelques candidatures spontanées, mais papier.
où on ne sait pas du tout quand est-ce que ça arrivait, et qu'ensuite, il fallait appeler, que ça coûtait les yeux de la tête de passer des coups de fil États-Unis-France. Enfin bon, j'ai un peu laissé tomber. En revenant en France, j'ai repris ma recherche. Et donc, un mois après, je suis repartie grâce, on va dire, à 2 coups de fil. Un, chez je ne sais plus quelle grosse boîte de l'époque dans le bâtiment, et où je remercie finalement ce monsieur, et c'est là où on voit que on peut prendre les choses de manière différente. Ce monsieur m'a dit, mais votre CV il est top, franchement ce serait moi, je vous embauche, mais en gros vous êtes une femme. Et là on a tenté ces dernières années d'embaucher des femmes, et ça s'est pas bien passé du tout, notamment celles qui étaient sur le terrain, et donc la décision est de pas embaucher de femmes. On est en 92 là. On est en 92. Bon. Alors on va vous faire passer un entretien, 2 entretiens pour dire qu'on a essayé, mais de toute façon vous ne serez pas embauché, donc vous avez un beau profil, perdez pas votre temps quoi. Et donc oui, je pense qu'il y en a qui prendraient une grosse claque et qui se diraient ouais c'est pas normal, etc., ou qu'est-ce que je vais faire. Moi j'avoue que, mais même sur le coup, je me suis dit mais en fait très sympa ce monsieur, parce que il m'a dit la vérité et il me fait pas perdre mon temps. Au moins il est transparent. Okay. Et juste derrière, la RH de la boîte dans laquelle j'avais fait un stage, donc 3 ans avant, que j'appelle, me dit mais il me semble que tu m'as dit que tu étais à Atlanta en 96, il y a les Jeux Olympiques. Forcément, il va y avoir du boulot, parce qu'il va falloir construire des infrastructures, les routes vont changer, il va y avoir des bâtiments aussi, des stades ou autres. Il y aura du boulot. Pourquoi tu ne cherches pas là-bas ? Et j'avoue que je n'avais pas du tout eu l'idée. Pour moi, j'étais étudiante, j'avais un visa étudiant, et je ne m'étais même pas venue l'idée de pouvoir bosser. Et elle me dit, je pense qu'avec ton visa, tu peux travailler aux États-Unis pendant un temps. Ouais. Et donc là encore, pas d'internet, donc je me déplace à l'ambassade à l'époque à Marseille pour avoir des infos, et je me rends compte que avec mon visa, je pouvais travailler pendant 2 ans après mes études. Et donc là, j'ai repris mes valises, je suis repartie. Donc j'étais un peu verte parce que j'avais tout vendu, ma voiture, j'avais donné mon appart, enfin voilà. Mais je suis repartie, j'ai appelé un de mes potes en disant j'arrive, est-ce que tu peux m'héberger ? Et j'ai trouvé du boulot en 15 jours. En 15 jours, ouais. Mais voilà, ça m'a pas ce côté être une femme entrepreneur. J'ai jamais senti cette problématique. Alors c'est peut-être mon côté promoteur qui fait que ce qui pourrait m'atteindre ne m'atteint pas, parce que j'ai mon objectif et j'y vais en fait. Pour toi c'est de l'information, une information tu la traites, t'avances avec en fait. Et donc effectivement tu la traites, t'avances avec. Quand tu restes focus sur tes objectifs, tes intentions, t'y vas en fait. Donc effectivement c'est... Et sinon, en tant qu'entrepreneur, je dirais ce que j'ai appris, que ce soit chez EasyTech ou Elfie, tu peux pas avancer si tu n'as pas la confiance de tes collaborateurs. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est pas toi. C'est toi en partie. Et c'est toi en partie, quel que soit le poste que tu as. C'est qu'il y a des entrepreneurs qui savent très bien, qui sont très techniques par exemple, et qui vont plutôt être sur le terrain, et qui vont savoir s'entourer d'un bon comptable, d'un bon commercial, qui vont aller chercher des consultants extérieurs pour essayer de travailler la stratégie. Et eux, ils ont vraiment la partie très technique, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai jamais été très technique, et dès le départ, j'ai toujours pris ce positionnement plutôt d'un peu extérieur. Ouais. Alors, cette formation d'ingénieur fait que j'ai une vision assez large de tout. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui nous écoutent aussi, je le sais. Voilà. Ah oui. Ouais, dans les Hauts-de-France. Et donc, oui, ce côté ingénieur, même mettre dans le commercial, j'ai pas la fibre commerciale, mais j'ai toujours vendu des choses très techniques. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment
où on connaît son produit, où on connaît son service, qu'on a les arguments, on arrive à vendre. Et la vente se fait comme ça. Alors, on me demande de vendre du sable dans le désert, j'en suis bien incapable. Mais vendre quelque chose qui m'anime, finalement, la vente se fait naturellement et j'ai jamais fait de formation commerciale. Mais donc, oui, un chef d'entreprise, je pense, il sait s'entourer. C'est hyper important. Il sait aller chercher les compétences. En tout cas, il doit le savoir. Oui. Faire ça. Il doit savoir faire ça. Et on n'est rien sans les collaborateurs. Enfin, une entreprise, c'est aussi les collaborateurs. Si on n'a pas les bons collaborateurs, on n'est rien. Et c'est absolument parfait, puisque là, tu me tends une perche pour la question d'après, qui est de dire, je suis notre fil, hein, et du coup, c'est vrai. Oui, tout à fait, et qui est de dire comment tu as développé du coup tes compétences en leadership, parce que là, tu dis effectivement, on n'est rien sans les collaborateurs, on a besoin de leur confiance, etc., qui nous suivent en fait. Comment tu as appréhendé ce truc-là, alors que tu me dis qu'à la base, tu as ce profil ingénieur, que tu comprends, que tu n'as pas fait de commercial, mais que naturellement, tu l'as en toi. Et là, côté collaborateur, c'est les compétences en leadership, quoi. Comment tu les as appréhendées, celles-là ? Elle en pose des questions. Alors, pourtant, je les ai lues, les questions avant. Comment j'ai développé ça ? Alors, je pense que de toute façon, il y a quand même un côté naturel. On l'a ou on ne l'a pas, je pense. C'est un peu comme la logique. Je pense que ça s'apprend un peu. Il y a des techniques, mais il y a quand même une base naturelle. Donc ça, cette base-là, je pense que je l'ai. Tu sais comment on appelle les promoteurs quand on est en formation, process, comment on appelle ça, les leaders nés. Les promoteurs, sont des leaders nés. Ouais, je m'en souviens plus. Ça vient de ça. Donc, bon. Mais par contre, mais après, j'ai toujours soif d'apprendre. Voilà. Donc ça, j'ai toujours lu énormément de choses. Pas forcément parce que j'en avais besoin, mais c'est par curiosité. Je suis toujours très curieuse de tout. Et je pense que c'est aussi comme ça que j'ai évolué chez Bureau Veritas aussi. Tous les postes qu'on m'a proposés, je me dis mais pourquoi ils me proposent ça ? Enfin, je comprends pas. Mon deuxième poste après le contrôle technique, c'était gérer le service formation. Je n'y connaissais rien à la formation. J'avais jamais géré un service. Alors j'avais demandé à gérer un service. Je voulais devenir chef. Ouais. Et je pensais qu'on me donnerait un service de contrôle de construction. J'étais prête à déménager parce que je savais que mon chef, il était très bien là et il faisait très bien son boulot. Donc, non, je ne prendrais pas sa place. Donc, je me sentais capable, mais je ne l'avais quand même jamais fait. Donc, je n'avais pas fait mes preuves. Et donc là, on me demande de prendre un service, donc de devenir chef de service. Donc, je n'avais pas fait mes preuves là-dedans. Enfin, j'estimais que je n'avais pas fait mes preuves là-dedans. Et à vendre de la formation. Formation, je connaissais... Alors pas... Si, j'avais été en formation et il y a un très beau parcours de formation quand on arrive chez Bureau Veritas. Mais à vendre, je ne connaissais pas. Et des formations en sécurité du travail, donc connaissance du code du travail. Je ne savais même pas à l'époque que le code du travail existait. Moi, je connaissais le code de l'urbanisme, par exemple. Le code de la construction, le code de la route. Mais le code du travail, aucune idée. Et donc, je me disais, mais excellent. Mais, voilà, ça m'a intéressée, curieux. Je me suis dit, allez hop, j'y vais. Puis si on me le demande, c'est que ils pensent que... Puis oui, je vais y arriver. Enfin, je me suis même pas posé la question. Ouais, en voilà. fait. Enfin, si. Non. Je me suis quand même posé la question en me disant, mais comment je vais faire ? Et puis après, très vite, je me suis dit, si je refuse, on est quand même dans un grand groupe. Je ne sais pas si j'aurai une deuxième chance. Et 2, je me suis dit, s'ils me demandent de le faire, c'est qu'ils pensent que je suis capable de le faire. Donc en fait, je faisais confiance aux personnes qui m'ont dit, vas-y. Qui t'ont dit, ok. Et finalement, ça s'est très bien passé. Mais donc c'est la curiosité, et la curiosité sur des choses qui, pour le coup, ne sont pas innées chez moi. C'est-à-dire que tout ce qui est... empathie, etc., c'est très loin. Sensibilité, ressenti. Chez moi, c'est des choses qui sont très lointaines. Et très vite, je me suis dit, mais pourquoi je suis comme ça, en fait ?
Pourquoi je ressens pas un certain nombre de comme choses. Comme les autres, voilà. comme... Pourquoi je suis pas sensible à un certain nombre de choses. Et donc, je suis allée chercher ces informations-là. J'ai lu. Et c'était compliqué aussi parce que j'entendais les choses, je lisais les choses. Ouais. Mais toujours pareil, sans ces outils de ProcessCom, j'avais du mal à les comprendre et à me les approprier, en fait. Alors, pour les auditeurs, hein, c'est vrai qu'on parle de promoteurs depuis tout à l'heure. Promoteurs dans la population représentent 5% de la population. Donc déjà, ça veut dire que tu as 95% de chances pour que les autres ne fonctionnent pas comme toi. Et dans les 5%, il y a 75% d'hommes. Donc il y a vraiment très peu de femmes, tu vois, statistiquement, qui ont cette base-là, donc, de mode de fonctionnement. Donc oui, je comprends que tu te poses la question de me dire, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc voilà, donc c'est d'aller chercher l'information, de beaucoup lire, et puis de m'appuyer aussi, alors si on reste toujours ProcessCom, sur mon côté analyseur. Ouais. Mon côté analyseur fait que je sais m'organiser, je sais mettre des choses en place, et du coup je sais les tester. Et ça, tester, ce mode-là me convient très bien. Et j'apprends beaucoup finalement comme ça. Si je teste, ça fonctionne, tant mieux et on continue. Ça ne fonctionne pas, il faut que je trouve autre chose. Alors, le problème, c'est qu'il y a des fois, quand on ne comprend pas, je suis capable de tester 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 voies différentes sans jamais trouver la bonne. Maintenant, j'ai un petit peu plus de clés quand même. Et depuis tout à l'heure, maintenant que tu poses le terme analyseur, qui est très présent chez toi actuellement, quoi, voilà. Depuis tout à l'heure, tu nous parles de ça. Apprendre, comprendre, tester, la curiosité, avancer comme ça, c'est tout à fait dans la phase analyseur qu'on retrouve ça. Et depuis tout à l'heure, pour les auditeurs, hein, c'est réécouter bien Fabienne parler depuis tout à l'heure. Elle utilise ce vocabulaire-là. Et c'est ça qui fait que tu avances et que tu ne stagnes pas. Parce que l'analyseur, il se nourrit de nouveautés, de choses nouvelles à apprendre. Et une fois qu'il maîtrise, c'est quoi la suite ? C'est un petit peu le défaut aussi, du coup, parce que c'est quoi la suite, hein ? On voit toujours la suite et on se repose pas en disant « Ah, ça y est, c'est fait, c'est bon, je suis tranquille ». Mais c'est un petit côté stimulant aussi, quoi, tu vois ? Oui, et c'est vrai que c'est mon mode de fonctionnement. Et essayer. Et des fois, je me dis aussi que ce manque d'empathie... Alors, j'ai quand même des valeurs. Oui. J'ai quand même des valeurs qui, peut-être, je pense, me contrebalancent un peu ce manque d'empathie et qui, justement, me guident dans ce côté analyseur où j'ai un certain nombre de valeurs. Donc, mes décisions et mes analyses, je les prends aussi en fonction de ces valeurs-là. Des valeurs de respect... pour aller parler de RSE, je suis très, très impliquée en local, etc., très impliquée sur le handicap aussi. Mais donc, toutes mes décisions, je les prends aussi en fonction de ces valeurs-là. Et je pense que c'est un petit peu ça qui contrebalance mon manque d'empathie. Mais ce manque d'empathie me permet aussi des fois d'avancer plus vite. Parce que je ne me pose pas trop de questions, je m'en pose un peu. Je me les pose par rapport à mes valeurs. Mais derrière, j'essaye de pas trop me poser de questions. Je sais même pas, j'essaye. Je pense que la plupart des décisions, je les prends sans trop me poser de... Donc tu dirais que c'est ça, du coup, les compétences que tu as développées en termes de leadership, c'est le travail autour de tes valeurs, de ta capacité à faire du lien avec les autres à travers ça, peut-être Les valeurs, c'est énorme. De poser les valeurs, ce qui est très important pour nous, et de prendre les décisions par rapport à ces valeurs-là, oui. Je pense que ça permet de cadrer les choses. Ouais. On pourrait même parler à ce stade, tu vois, on parle de ProcessCom, mais l'EQI aussi, qui en termes de compétences, tu vois, d'affirmation de soi, tu as aussi cette capacité forte à exprimer les choses de manière constructive parce que factuelle, parce qu'à un moment donné, c'est concret, parce que tu avances sur base d'informations que tu sais partager. Donc... sans rentrer dans l'émotion, comme tu dis, cette capacité de tisser des relations autour de valeurs communes. Et ça, c'est des choses qui sont aussi fortes chez toi. Oui, mais j'ai aussi appris beaucoup quand on a travaillé ensemble et autour de l'EQI, où ce manque d'émotion
peut bloquer en fait vis-à-vis de personnes qui sont justement à l'inverse à l'inverse qui de en ont ça. besoin. Et oui, je sais exprimer clairement des choses. Et quand je dis clairement, c'est par rapport à mon ressenti à moi, en fait. C'est-à-dire que ça paraît clair. Moi, ça me paraît clair. C'est très carré, c'est très simple. Mais les étapes éventuellement sont là. Alors, il y a des fois, je ne sais pas où je vais, hein, mais voilà, j'ai une orientation et j'ai des étapes. Mais sans aborder les choses avec un peu d'émotion, et notamment par rapport à notre public, et donc mes collaborateurs, eux ne le prennent pas de cette manière-là. Pour eux, ce n'est pas si clair que ça, voire même ça peut leur faire un peu peur, parce que justement, ça paraît peut-être très carré, ou même il y a des fois, je vais leur dire, je veux qu'on arrive là, je ne sais pas comment. Mais allez-y. Mais il faut qu'on y aille. Ouais. Et puis, on va dérouler les étapes ensemble. Alors, je dis souvent ensemble, puis après, je leur dis allez-y. Voilà. Et alors là, le premier pas, ils ne savent pas le faire. Ouais. Et c'est là où j'ai appris à me retourner. Super. Essayer de me retourner assez rapidement pour leur donner les premières étapes. Et une fois qu'ils ont les premières étapes, hop, ils y vont. C'est bon, ils déroulent. Mais ce qui nous paraît très clair et très carré en tant qu'analyseur et promoteur. Puis dirigeant, quoi, en fait. Hein, en tant que... Et alors, oui, alors. Voilà. Mais ça, c'est aussi. Ça, c'est très compliqué, je trouve, pour un dirigeant. C'est que nous, je pense, hein, enfin, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je le vis, c'est que on pense entreprise en permanence. Ouais. Et je ne dis pas que les collaborateurs n'y pensent pas, parce que franchement, j'ai une équipe au top. Et ils pensent beaucoup entreprise aussi, mais peut-être un peu moins vision. Et en fait, on a cette vision-là, et celle-là, on la travaille, on la pense, on en discute avec nos pairs, etc. Puis on avance comme ça. Et il y a des fois, il y a des choses où, quand je suis prête, hop, je leur en parle. Mais quand je dis je suis prête, ça fait peut-être 6 mois que je l'ai dans ma tête et que j'ai évolué en discutant avec mes pairs. Et quand je me sens prête, je leur présente. Et je leur présente clairement. Sauf que pour moi, derrière, il y a eu toute cette évolution. Ouais. Et en fait, eux, là où moi j'en suis au point B, eux, ils en sont toujours au point A. Et donc, quand je leur présente le point B, alors qu'il n'y a pas eu tout ce cheminement, et c'est compliqué, on ne peut pas leur redévoiler encore, et c'est pas que je veux le cacher, c'est que c'est une évolution standard en discutant sur des idées, mais toute cette évolution-là, ils ne l'ont pas eue, et donc ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas tout ce cheminement, et donc ils passent du point A, et ils font un grand saut, et pouf, je leur dis, voilà, c'est le point B. On en est au point B et là, on va avancer. Et ça, c'est compliqué pour un chef d'entreprise, je trouve, de partager ça. De partager tout ça et d'arriver à condenser tout un cheminement donner du sens qu'on a eu. Tout ce cheminement. Oui, mais ce sens, nous, on y est arrivé aussi parce qu'on a vécu tout ce chemin qu'eux n'ont pas vécu. Donc, on a beau essayer de donner du sens, il passe quand même de A à B avec une énorme marche. Donc, il faut arriver aussi à quand même apporter un certain nombre d'éléments, les amener à réfléchir, etc. Et donc, en tout cas, dans une TPE et avec un chef d'entreprise un peu comme moi, c'est pas donné à tout le monde. Donc, quel conseil tu donnerais aux dirigeants modernes 2026 là, pour continuer à évoluer, pour accompagner leur... Tu vois, tu parlais de confiance. Pour mais de travailler avec des outils comme ProcessCom et EQI, il faut aller les chercher. Parce que c'est pas... Alors, il y en a peut-être quelques-uns pour qui c'est inné. Alors, surtout dans une TPE, parce que dans une PME, et j'en ressentais beaucoup moins le besoin chez Elfi, où on était beaucoup plus, et où j'avais un peu mon cercle de managers. On travaillait en pôle et donc il y avait des managers et en fait c'était le cercle, je m'aperçois après coup finalement que il correspondait à des profils différents de moi, mais complémentaires.
et complémentaires. À un moment donné. Voilà. Et je suis pas... Alors surtout, oui, n'allez pas embaucher vos clones. Merci. Alors là... ça peut être la on tendance. se dit... oui, parce qu'on se comprend, en fait. Bah oui, voilà. On parle la même langue. Mais là, finalement, c'est très réducteur. Et sans le savoir, sans le savoir, si je le savais quand même un peu, mais sans avoir ces outils, là, je ne mettais pas vraiment de mots dessus. Ouais. Mais voilà, je suis allée chercher des profils différents. Je les ai toujours aidés à évoluer aussi. Ça, c'est toujours ce qui m'a animée, c'est de faire évoluer les personnes. Il n'y a rien de plus qui m'énerve que quelqu'un qui me dit... je ne changerai jamais. Voilà, je ne changerai jamais, ou c'est pas à mon âge que je vais changer, ou ça, non, je ne comprends pas. Qu'on veuille rester à un poste et pas forcément évoluer hiérarchiquement ou en transversal, et qu'on se sente très bien dans un poste. Okay. Mais alors, ok, et voilà, il en faut pour tout le monde, et au contraire, ça donne aussi de la stabilité. Mais alors, surtout maintenant et sur ces dernières années, même si on parle de poste, les techniques évoluent tellement qu'il faut savoir évoluer aussi, savoir évoluer avec son temps. Et on parle de l'IA, voilà. Mais donc, quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'évoluer, ça, c'est un non négatif. Non. Mais oui, savoir s'entourer. Et donc, chez Elfie, je le ressentais moins, ça. Parce que j'avais ces managers qui savaient aussi un peu temporiser mon côté promoteur ou exprimer ce qu'ils ne comprenaient pas. Parce que certains collaborateurs vont avoir du mal à faire. Et eux savaient l'exprimer, et j'avais mes relais, en fait. Traduire, en fait, aussi. Exactement. Tu vois, ouais. Et finalement, quand je me suis retrouvée chez EasyTech, j'avais pu... T'es traducteur. Ouais. Et donc, il a fallu que j'aille les chercher. Ok, Google, traducteur. Ouais, voilà, c'est ça. Non, voilà, donc je suis allée chercher Alexandre et Natacha pour avoir les outils. Et merci au MEDEF aussi en passant, parce que c'est grâce à Mickaël et à Laurence qui ont accepté votre proposition d'Instosocrate. Ouais, avec ces animations. Voilà, et j'ai fait partie de la première promo et qui m'a fait découvrir... ça m'a vraiment apporté beaucoup, même si je me suis arraché les cheveux beaucoup à chacune de ces demi-journées, parce que c'est loin de mon mode de fonctionnement premier, mais où régulièrement je me disais mais oui, voilà pourquoi il réagit comme ça, ou voilà pourquoi elle réagit comme ça, ou voilà pourquoi je réagis comme ça. Super. Donc savoir aller chercher les outils. Ils existent, hein. Et c'est un des messages qu'on aimerait aussi faire passer avec Alexandre, c'est de dire que ces outils-là ne sont pas réservés qu'aux grands groupes, ils sont totalement accessibles aux TPE, PME, et nous c'est pour ça qu'on agit en fait, hein. C'est pour les TPE, PME locales, hein, de rendre ça accessible pour permettre la réussite de chacun, quoi, parce que voilà, ces outils-là ne sont pas réservés aux grands groupes parisiens ou internationaux, quoi, surtout pas. Et au contraire, plus c'est petit, plus c'est stratégique d'aller sur des outils concrets de ce côté-là. Donc, Et chez EasyTech, les équipes, au départ, quand je leur ai présenté, ils se sont dit, ça y est, qu'est-ce qu'elle nous sort encore Encore une de ces idées. Et c'est vrai que la première séance en sortie, c'était... je ne vais pas dire froid, mais voilà, je les sentais en disant, c'est passé, mais qu'est-ce qu'on en fait on sait que c'est pas fini. On a bien compris qu'il y avait un truc. Et voilà, bon. Et finalement, petit à petit, ils s'y mettent. Et on voit qu'on est beaucoup plus sur la même longueur d'onde finalement, et où chacun fait un pas. C'est ça. Parce qu'on a compris, et ils ont compris aussi, qu'on était très différents dans nos profils. Et donc, eux comprennent mieux aussi pourquoi et comment je suis. Donc, là où ça les énervait, renfermait, etc., et où finalement, ça les bloquait plutôt qu'autre chose. Aujourd'hui, alors c'est pareil, c'est pas naturel chez eux. Il y a toujours un peu de travail, de réflexion. Mais on voit qu'ils font ils font ce travail-là, et on voit, ils ont mis en place des choses maintenant tout seuls aussi, où ils font des petits groupes de travail ensemble quand il y a des choses qui vont pas, où ils rediscutent, etc. Ce qu'ils n'auraient jamais fait auparavant.
Donc, et c'est ça qui est chouette aussi, ce que tu dis est important parce que je prends toujours la co-responsabilité. Qu'à un moment donné, tout ne repose pas sur les épaules d'un dirigeant et que les salariés, eux aussi, ont un pas à faire, en fait. Et que à travers ce questionnement-là, qui est certes nouveau, Processcom, EQI, c'est des choses dans les entreprises qui sont assez récentes, voilà. Mais quand les salariés prennent le pli d'agir comme ça peut que donner des belles choses, quoi. Ouais. C'est des belles choses à chaque fois. Non, enfin, ça apporte vraiment beaucoup. Je vois là, je vais préparer on fait tous les ans, on fait un séminaire 2 jours et demi, on va dire. Et je sais que je les prépare maintenant de manière beaucoup plus sereine. Ouais. Grâce à ces outils. Avant, il y a des choses que je voulais faire passer. Je les préparais. Et bon, ça ne donnait pas ce que je voulais. Ouais. Là, il faudrait demander aux collaborateurs ce qu'ils en pensent, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties du dernier séminaire l'année dernière, au mois de juin, et là on en refait un fin juin, qu'ils ont préparé d'ailleurs. Ça, ils ont les clés. Ils savent que, voilà, ils ont un budget, enfin, ils n'ont même pas de budget. On avait discuté un peu budget pour le logement, si mes souvenirs sont bons, il y a 2 ans. Maintenant, ils savent à peu près ce que ça donne et ils gèrent un bon père de famille pour le reste. Mais en gros, ils ont les clés. Super. Et même moi, je sais maintenant que c'est Boulogne. Tu sais où tu vas, j'allais dire. Mais jusqu'à hier, je savais même... Non, jusqu'à hier, je ne savais pas. Ok. Mais donc voilà, c'est eux qui gèrent. La seule chose, c'est que je leur dis, vous me laissez 2 demi-journées. J'ai mes 2 demi-journées à moi où je vous prépare un certain nombre de choses. Et les autres, les activités, c'est eux qui organisent. C'est cool. C'est chouette. Et c'est sympa. Et c'est vrai que tout ça, ça renforce aussi. Et c'est pas seulement un séminaire où on fait des activités, on rigole. Non, il y a aussi des choses où on travaille. Et les 2 journées, mes 2 journées à moi, c'est 2 journées de travail et où on aborde aussi des points qui peuvent fâcher. Et je trouve que les aborder comme ça en séminaire de manière un peu plus... en dehors de l'entreprise, quoi. Voilà. Une un peu plus solennelle et en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la salle de réunion et on va régler un problème. On a eu la chance l'année dernière, j'espère que ce sera la même chose cette année. Il faisait beau, donc on était dehors, au soleil, éventuellement sur la plage. Et ça, j'y crois beaucoup. Quand on parle de réunion en marchant, je ne l'ai pas encore fait, mais je voudrais l'essayer. Et là, voilà, de faire une réunion de travail où on aborde vraiment des choses qui fâchent et où je leur demande d'être ouverts et de dire les choses, certes de manière sereine et avec, comment dirais-je, sans juger et sans agressivité, mais de dire les choses qui ne vont pas et de travailler et de trouver des plans d'action sur lesquels... d'en faire quelque chose, quoi. Voilà. Oui, c'est pas juste de dire ça va pas. Quoi. Et je m'aperçois que finalement, avant, je le faisais pas. Et là, dans l'année, il y a des choses sur lesquelles... Il y a vraiment des points sur lesquels ils ont évolué et où ils ont avancé seuls. Où ils viennent me rechercher en disant, là, Fabienne, il faudrait qu'on discute. Voilà. Il y a des points qui vont pas, comment je fais. Et ça, c'est top. Parce que du coup, c'est même... plus facile pour moi parce que j'ai même plus à me retourner en fait. Ça. Alors je le fais quand même parce que du coup j'avance, je continue à avancer. Donc oui, il faut que mes marques, il faut que je les garde. C'est ça. Pour pas redévier parce que de manière innée, je vais plus facilement ne pas me retourner. Mais le fait qu'ils viennent me chercher ou qu'ils travaillent ensemble, c'est ça. C'est génial de voir ça, quoi. Et c'est chouette parce que du coup, c'est vrai qu'on va pouvoir du coup peaufiner à travers tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Encore merci pour ça. Mais on revoit à travers ton parcours tout ce que tu as appris, compris, intégré en tant que salarié, en tant qu'étudiante en fait. Tout ce que tu as fait sur un plan multiculturel pour t'amener d'opportunité en opportunité avec cet instinct aussi quelque part, mais factuel. Je dirais un instinct factuel aussi, tu vois. Qui t'a amené à prendre des décisions. La stratégie des petits pas, tu vois, c'est ça aussi qui t'a guidé.
mais toujours au moment T, quelque chose se passait pour que tu y ailles. C'est pas fini, nous-mêmes nous savons, mais du coup, c'est le pouvoir aller au-delà, toujours dans le développement, et de toi, et des salariés, et de l'entreprise. Et aujourd'hui, EasyTech se porte très très bien, et c'est grâce à tout ça, en fait. Hein. Bravo pour ça. Merci. Alors, j'ai du mal à me dire que oui, j'ai réussi tout ça, et je fais partie de l'équation. Mais c'est vrai que c'est agréable de se dire on en est arrivé là. Il y a vraiment eu des hauts et des bas chez EasyTech, oui, même des très bas. Alors très bas, et c'est dingue parce que c'était des problèmes de trésorerie, alors que le chiffre d'affaires se portait très bien et le résultat aussi, mais un modèle économique qui fait que besoin de trésorerie et pas suivi par les banques jusqu'en 2024. Bah ouais, c'est récent. Hein. Donc voilà, on a et ça, j'en remercie encore les collaborateurs aussi qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance en se disant mais si on va y arriver. Alors j'ai toujours été positive, j'ai toujours été assez transparente aussi sur les problématiques et les décisions que je prenais. Et où finalement, oui, ça a finalement payé grâce à Réseau Entreprendre et Artois Investissement qui ont fait que les banques ont suivi aussi finalement et qui fait que là, ça y est, voilà, on peut se développer comme on veut se développer. On a les moyens de mettre en œuvre notre stratégie et notre évolution. Donc ça, c'est top. Je mettrai en description, pour ceux qui nous écoutent, en description les coordonnées un petit peu d'EasyTech pour que les gens puissent aller voir un petit peu ce que tu proposes, comment tu le proposes, où tu le proposes. Voilà, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qui est derrière en termes de produits, parce que là on parle beaucoup, on a retracé tout ton parcours et en même temps derrière il y a des choses concrètes qui se passent sur le territoire. Voilà, tes multicasquettes au niveau de la CCI et j'en passe tant d'autres casquettes que tu peux avoir à travers tous tes engagements. Et je sais que tu es extrêmement reconnue pour ça. Donc voilà, j'espère que cet épisode aura inspiré, aura permis à certains peut-être de te voir sous un angle différent, autre. Mais c'est surtout cette évolution et ce cheminement, je dirais, que j'aurais envie de retenir s'il y avait un mot autour de ça. Donc merci pour ça, Fabienne. Merci pour merci à toi. Et puis alors, juste un petit truc en t'écoutant parler, ce qui m'a aussi énormément fait évoluer, c'est le CJD. Voilà. Petit clin d'œil CJD. Petit clin d'œil CJD sur des valeurs aussi, vous l'appelez RSE, performance durable, développement durable, et on n'oublie pas du tout le social et le sociétal et les collaborateurs, mais d'évoluer au sein du CJD et de discuter avec des pairs qui ont les mêmes valeurs. Ça m'a fait aussi énormément avancer. Clin d'œil à tous les jeunes dirigeants, merci à eux. Merci pour ça, Fabienne. Merci à toi. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris du plaisir à pouvoir l'enregistrer avec Fabienne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des réactions, des questions à l'issue de cet épisode-ci. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Sens et Leadership. À bientôt.